J'ai toujours eu envie d'être célèbre. Et ça correspond, comme la plupart d'entre nous, à un manque d'affection, un manque d'amour, un manque de considération, manque de tendresse, manque de tout ce que le public peut vous amener. Et donc, je pensais que je pourrais être pilote de Formule 1, j'adorais les voitures. Et là, je m'inventais des interviews imaginaires. Je doublais quelqu'un qui marchait sur le trottoir, j'accélérais le pas, je le doublais, je commentais que c'était encore Cluzet qui allait gagner la course. Toujours ce besoin de gagner, d'être premier, qu'on parle de moi, qu'on me félicite et tout ça. Donc il y a des milliers, des milliers, des milliers d'interviews imaginaires comme ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. La salle de cinéma, je peux prendre un peu d'eau, j'ai la bouche sèche. Il a cette violence intérieure quand il vous parle, comme s'il allait vous dévorer, comme s'il pouvait exploser à tout moment, tour à tour souriant et tout en gestes nerveux. Il porte haut ses 45 ans de cinéma et ses 80 films chez Chabrol, Zidi, Canet ou Toledano Nakache. On sent les failles et cicatrices dans son phrasé, l'enfance triste et l'artiste épanoui. Mais pour nous, il s'émeut devant Julie Christie, admire Dustin Hoffman et ausculte son métier comme d'autres, une belle pièce de viande. Si vraiment le film est génial et que les acteurs sont géniaux, je sors, je suis jaloux. J'aurais voulu être dans le film. François Cluzet fait sa carte blanche. La salle de quoi on en était? Oui, j'allais au cinéma parce que mon frère m'emmenait voir tous les films de Dustin Hoffman parce qu'il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'est qu'après, quand on m'a poursuivi dans ce métier en me disant « vous ressemblez à Dustin Hoffman », je répondais à chaque fois « non, mon frère, oui ». Mais bon, on doit avoir un lien de parenté physique comme ça. Bien qu'un jour, on ait demandé à Dustin Hoffman en lui disant « regardez, on a un acteur qui vous ressemble ». Il a vu ma photo, il a dit « ah non, non, ça c'est plutôt De Niro jeune ». J'avais l'impression que la boucle était bouclée, quoi, que lui-même n'était pas d'accord pour ressembler. Bon, moi, ça ne m'a jamais gêné. Qui m'a fait découvrir la salle, c'est mon frère qui, à ce moment-là, voulait voir Lenny Bruce, voulait voir Les Chiens de paille, voulait voir... tout. Puis ensuite, on a vu aussi tous les films de De Niro, de Pacino. Ça a été le déclic, comme quand les valseuses sont arrivées avec Depardieu, Devers et Miou Miou, une espèce de déclic que c'est la vie qui fait le film. Le duo de Funès-Bourvil, c'est chef-d'œuvresque. C'est incroyable. Comment ils arrivent à jouer ensemble, à se valoriser l'un l'autre, personnages totalement différents et complémentaires. Et puis une année, ma tante a dit, il y a Jacques Brel qui passe au Théâtre des Champs-Élysées, j'ai pris des places. Mon père lui dit, mais avec les enfants? Oui, oui, avec les enfants, c'est exceptionnel et tout ça. Et donc on est allé voir. Et là j'ai pris un choc artistique. Là, c'était plus pareil. Il y avait Brel qui était en pleurs, qui était en sueur, qui chantait, qui hurlait. Il me donnait l'impression qu'il allait même crever sur scène, tellement il était généreux. Et là, je me rappelle, ma première réaction, c'est de me dire, il va se faire engueuler par ses parents, vu l'état dans lequel il était. Et c'était de l'ordre de l'obscénité. Et là, ça a été un retentissement. Je me suis dit, bon, bah, si on peut se mettre dans cet état-là et applaudir, alors j'ai ma place dans ce truc-là, parce que j'ai qu'une envie, c'est de pleurer moi aussi. So did we all. Il est exceptionnel dans ce film, comme dans la plupart de ses films. C'est vraiment un très grand acteur. Là, on voit bien à quel point ça ne l'intéresse pas de jouer, mais ce qui l'intéresse, c'est de vivre la situation.
Toutes les situations ne sont pas faciles à vivre. Il y en a même qui sont gênantes, qui sont impudiques, mais c'est notre métier. Mais là, à chaque image, on voit un acteur qui est en train de se faire du mal aussi. Il y a beaucoup d'acteurs, d'interprètes qui ne veulent pas se faire du mal. Mais on n'a pas que des choses drôles à leur proposer à jouer, à être. Ça, c'était aussi un problème, pas d'éducation, mais de vécu. Est-ce que vous avez déjà eu mal et est-ce que vous êtes capable de vous faire mal? Si on vous demande de craquer, comme c'est arrivé dans Ne le dis à personne à la fin du film, il y a deux solutions. Soit vous faites semblant, soit 3 mois avant, vous avez mis ça dans un coin de votre tête, et vous dites, ce jour-là, puisque vous avez le plan de travail, il va falloir que je craque. Et comment est-ce possible? En vrai. Eh ben, c'est une concentration pendant 3 mois, comme un athlète qui sait que le 100 mètres va se dérouler tel jour, une espèce de compte à rebours comme ça, où cerveau et corps sont au rendez-vous. Il faut qu'ils soient au rendez-vous. Donc la culture n'entrait pas chez nous. Ce qui rentrait chez nous, c'était les faits divers, puisqu'on vendait France Soir, l'Aurore, le Figaro, des gommes, des crayons et certains livres. On vivait dans l'arrière-boutique, je m'entendais avec personne, je m'entendais pas avec mon frère, je m'entendais pas avec personne, j'étais seul. Donc j'avais envie de mettre un coup dans la fourmilière. Je l'ai fait beaucoup. J'étais très provocateur, ça m'a suivi après. Mais c'était aussi une manière de me protéger, je crois. De dire, moi, je ne rentre pas dans votre truc à la con. Moi, je ne serai pas vendeur de journaux. Moi, je n'aurai pas les toilettes à la turque dans la cour. Ça, faut pas y croire. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je peux vous assurer que j'aurai les toilettes chez moi. Non, je crois que ça s'est passé entre mon père et moi, c'est qu'il a senti que j'avais ce caractère, j'avais cette détermination. La meilleure preuve, c'est quand mon frère a voulu faire quelque chose, il n'a pas voulu. Mon frère voulait être cuisinier, il n'a pas voulu. Moi, il n'y a pas eu de discussion. C'est comme s'il avait confiance en moi. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais je me rappelle d'ailleurs, ça l'a fait beaucoup rire, qu'il m'a dit « Mais combien ça coûte ces cours, Simon ?» Et comme un con, je lui ai répondu « Avec les artistes, on ne parle pas d'argent. » Ça l'a beaucoup fait rire. Il dit, bon, on ne parle pas d'argent avec les artistes. Bon, renseigne-toi quand même, me dit-il. Et ensuite, il m'a accompagné, il m'a payé ses cours, il m'a donné de l'argent pour que je puisse prendre une coloc et tout ça. Donc, je pense que si c'était mon frère qui lui avait dit ça, peut-être la réponse n'était pas la même. Mais il disait de moi, on peut ne pas être d'accord avec François, mais il dit ce qu'il pense. Ça venait souvent des conversations dans l'arrière-boutique sur la table de cuisine où on n'avait pas le droit de parler de ma mère et que moi, je m'octroyais le droit d'en parler quand même. Ce qui évidemment fâchait énormément mon père, c'était tabou, quoi. Parce que, si vous voulez, la séparation de mes parents s'était fait avec perte et fracas, violence et mon père ne l'avait jamais admis. Donc c'était tabou, on n'en parlait pas. C'était une famille de mythomanes de surcroît. Si vous voulez, on évitait absolument toutes les conversations, on faisait que mentir par rapport aux autres, parce qu'on était dans un refus de la réalité. Et après, c'est difficile, même pour les filles, c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? On va chez toi? Non, il n'y a pas de chez moi. Chez moi, c'est la boutique. Donc, on a envie de mentir. Et puis, on est enrôlé dans ce truc-là, puis on commence à se créer un monde qui n'est pas le nôtre. Boum, boum, jusqu'au moment où vous arrivez au théâtre. Alors, vous ne pouvez pas être mythomane et acteur de théâtre. C'est déjà en partie être acteur que d'être mythomane. Et dès que j'ai commencé à vivre les situations d'un autre, ça faisait double emploi. J'étais bien obligé de me découvrir. Donc j'ai cessé net, et je suis devenu sincère. Et ensuite, tout était facile pour moi, parce que si on me disait « tu rentres, tu t'appelles Fernand Duval », c'est ta mère. Moi, tout, c'était très facile. Quand j'ai poussé la porte du cours Simon, avant même d'y entrer, il y a eu ce truc un peu sacré.
Le côté, tiens, je pousse la porte de ma vie commence. Just about. C'est un des premiers films épiques. In a couple of weeks, you'll be with your little girl. If I can get on a train. Une épopée incroyable qui nécessite vraiment le grand écran. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une des vertus du cinéma. Bon, c'est une lapalissade de dire ça, mais de nous faire voyager. C'est-à-dire que aussi bien un film peut être dans un huis clos et, à contrario, Docteur Zhivago. Dear, don't, please. Now look what you've made me do. Là, on est dans le contraire de l'arrière-boutique, on est dans la nature, on est dans les sentiments les plus extrêmes, dans une situation critique. Tout ça, ça m'a marqué comme le John Ford avec les Cheyennes. Ça, c'est le cinéma, c'est le grand écran. Yuri, we've been together 6 months on the road and here. And we've not done anything you'll have to lie about to Tonya. I don't want you to have to lie about me. You understand that, Yuri? Et là, dans des situations comme ça, aussi profondes, aussi puissantes, très intéressant de voir l'engagement, la conviction de l'acteur. Souvent, un interprète, c'est beaucoup une histoire de conviction, de ce qu'il défend. Want some advice? Set the millstone to the barley. That's right. Adapt yourself. Il y a quelque chose de très vrai. Enfin, en tout cas, dans le regard d'un enfant, je devais avoir 10-12 ans quand j'ai vu ça. C'était très impressionnant. Je suis d'un tempérament très solitaire. Donc, quand je m'engage pour un film, à peu près 2 ou 3 mois avant, des fois c'est plus, je travaille tout seul sur le script. Je change tous les dialogues pour revenir généralement aux dialogues originaux, mais je les change tous, généralement dans le contraire. Donc, je travaille ça, je remplace les dialogues, je travaille beaucoup sur les situations. J'essaye d'imaginer les situations sans dialogue. J'essaye de voir aussi les dialogues qui n'apportent rien dans la situation pour les enlever ou proposer au metteur en scène de les enlever. Les dialogues aussi qui peuvent se vivre, c'est-à-dire bonjour peut se vivre, mais mieux que ça aussi. Je t'aime peut se vivre, même sans le dire. Les yeux peuvent dire je t'aime. Je pense à Intouchable. C'était très intéressant quand j'ai lu le script parce que j'ai vu tout de suite de quoi il s'agissait. Et j'avais déjà joué pas mal de fois ce genre de truc. Il ne s'agit pas d'un faire-valoir, mais il s'agit d'une histoire d'amitié. Et dans l'amitié, il y a la valorisation de l'un et de l'autre, pour l'un et pour l'autre. Or, c'est la maturité, après 50 ans de carrière, qui te fait dire où est ma place pile dans le film pour que le film soit réussi. Pas pour qu'on se dise, ils sont formidables tous les deux, au Cluzet est génial. Non, la place du rôle, pour que le film fonctionne au mieux. C'est pour ça qu'on s'est très bien entendu avec Omar, parce qu'il a senti tout de suite que je jouais le besoin du secours en tant que tétraplégique. J'exprime le besoin qu'on me secourt. Et lui, c'est 2 handicapés. Et lui, il a besoin d'être secouru. Un problème financier, tout bêtement. Il n'a pas d'argent, il est au chômage, il sort de tôle, il a un complexe social, un handicap social et moi un handicap physique. Mais comment il se pose par rapport à l'écriture du truc? Et ça fait partie de l'honnêteté. Après, j'ai eu la chance de tourner avec Depardieu, avec Serrault, avec des gens qui sont évidemment, ils sont tellement à l'aise
qui peuvent se permettre même de ne pas travailler du tout. Et importe peu d'ailleurs. Le travail n'est pas obligatoire. On peut aussi y aller tout à l'instinct. Si on a peu ou prou de génie de Depardieu ou de Serrault, ça peut faire une carrière comme la leur. Après, si on ne l'a pas, ça peut être plus délicat. Bon, maintenant j'ai l'habitude, mais je ne suis pas fan de moi-même, donc si vous voulez, je n'ai pas de pincement au cœur quand je me vois. Généralement, je vois ce qui est pas bon. Je sais pas, vous informatisez, vous y avez jamais pensé? Pourquoi faire? Ben, pourquoi faire? Pour gagner du temps, par exemple. Pour gagner du temps. C'est un très très beau rôle, peut-être l'un des plus beaux que j'ai eu. En plus, j'aime beaucoup ce metteur en scène, Lilti, qui est lui-même médecin, mais qui est humainement un type de très très grande valeur. Voilà ce que je cherche. Je cherche à rencontrer des gens magnifiques, parce que si je les admire, je vais avoir envie de leur ressembler. Le dossier de Monsieur Barda. Barda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Barda. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 30, 30. Super. Ensuite, il y a un très bon accord entre Marianne et moi dans tout le film. De 7. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité qui se dégage. Je pense qu'il est déjà amoureux d'elle, mais qu'il ne veut pas se l'avouer. Et évidemment, de pouvoir vérifier si elle est en bonne santé ou pas, la toucher, comme vous voyez, il lui touche le visage, c'est quand même une intimité, même si son métier le nécessite. Remontez un peu votre chemise. Respirez un peu plus fort. Et regardez la beauté de Marianne, là en face, et ce qu'elle propose aussi. Elle propose quelque chose d'assez... de très séduisant, d'abord. C'est une belle femme, et en plus, elle... voilà, là, elle proposait presque d'enlever sa chemise. Tu me déshabilles? Ouais. Non. Ça va aller. Bon, il y a une forme de pudeur, c'est non, non, non. J'ai pas envie de vous voir sans votre chemise. Parce qu'il y a de son côté l'envie, je ne veux pas tomber amoureux, je vais mourir, je suis atteint d'une grave maladie. Je n'ai pas de place pour rendre heureux une femme ou qui que ce soit. C'est bon pour le service. Et donc j'ai toujours rêvé d'être médecin, ce qui est assez drôle d'ailleurs, puisque mon père se faisait passer pour médecin. Mais disons que j'ai réalisé un rêve, c'est-à-dire d'être médecin pendant 3 mois. Et pour finir, c'est toujours ce que j'ai voulu avec ce métier. Je suis médecin pendant 3 mois, je suis navigateur, je suis monomaniaque, je suis un psychopathe, je suis jaloux, J'ai beaucoup d'admiration pour ce Lilti qui est vraiment un très grand metteur en scène. Je viens de faire encore un film avec lui. Mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus, un grand bonhomme. Enfin, un type sain, quoi. Généreux. Qu'est-ce qui restera de mon art? Rien du tout. Je vais finir par vous dire un truc qui est beaucoup plus vrai. Il y a un poème allemand qui dit « Te souviens-tu du prénom de ta grand-mère ? Et de sa mère et de sa grand-mère. » Voilà où on en sera. Il est impensable que le petit-fils de mon petit-fils connaisse mon prénom. Impensable. Peut-être parce que des trucs auront traîné, un vieux DVD dans 70 ans. Ah tiens, il a le même nom que moi et tout ça. Parce que je suis connu. Mais d'une manière générale, tous autant que nous sommes. Le prénom de sa grand-mère, oui. Le prénom de la mère de sa grand-mère, difficile.
De sa grand-mère à elle? Personne ne le sait. Merci. Merci à vous.